bienvenue à vous dans ces matinales d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Fédération dont je reçois le nouveau délégué général ce matin dans cette émission, Fabien Métayer. Bonjour. Alors Fabien, vous avez pris vos fonctions le 1er septembre comme délégué général de la FIN. Oui. Avant de traiter ensemble des sujets chauds de cette fin d'année 2015, début d'année 2016 à la Fédération et dans la filière nautique, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs, parce qu'on ne vous connaît pas encore très bien. Alors, quel était votre parcours avant de rejoindre la FIN? Alors très simplement, moi j'ai passé 15 années de ma vie professionnelle dans les milieux institutionnels. J'ai travaillé avec des élus, dans les cabinets ministériels, dans des administrations. Et puis les 3 dernières années, je les ai passées au bord de l'océan Indien où j'ai pu diriger la réserve marine de la Réunion. Ah bah, donc vous connaissez bien la mer. Je connais une partie de la politique maritime, mais un peu moins le nautisme, parce que comme vous le savez, la Réunion n'est pas vraiment une mer de nautisme. Non, c'est plutôt une île tournée vers l'intérieur. Oui, c'est ça. Mais bon. Et justement, en rejoignant le nautisme avec tous ces métiers, les chantiers, le refit, les peintures, l'accastillage, la location, quel est votre premier sentiment, votre premier feeling? Alors un sentiment de richesse, parce que moi, depuis que je suis zoonotique, je participe à toutes les réunions des métiers. J'effectuerai ma dernière dimanche. Je terminerai par les motoristes. Vous savez que la Fédération des industries nautiques rassemble 11 métiers différents et ce sont des univers complètement différents. D'ailleurs, ça se voit quand vous déambulez dans les allées du nautique. Je veux dire, quand vous êtes en réunion de constructeurs, ça n'a rien à voir avec les sports de glisse, par exemple. Donc c'est très riche. C'est très riche. Mais c'est une grande famille, donc c'est très intéressant. Alors vous êtes arrivé dans la filière, dans un univers et dans un moment un petit peu viril, puisque la taxe mouillage venait juste d'être retoquée, et puis il y avait la volonté de la filière de s'unir pour peser face au pouvoir public. Comment s'est passé ce moment? C'était au moment de la CNP, c'est ça, la Confédération du nautisme et de la plaisance? Oui, alors effectivement, il y a eu, je crois, l'épisode de la taxe sur le mouillage des aires marines protégées que moi j'ai vécu de l'autre côté, puisque j'étais au sein d'une aire marine protégée, a montré quelque chose. Je pense qu'elle a mis en valeur une carence parce qu'au final, vous savez, le monde du nautisme et de la plaisance, la mer rassemble quand même 9 millions de nos concitoyens. C'est pas innocent, c'est pas rien 9 millions. Et pourtant, je trouve que le nautisme et la plaisance, c'est un peu le parent pauvre. Jamais il en est parlé dans les réunions maritimes. Oui. La pêche, le monde de la pêche, de la défense, aujourd'hui, exactement, tout ça est bien structuré. Mais au final, puisque c'est un peu diffus peut-être à travers ces différentes palettes, eh bien, voilà, on n'est pas vraiment bien représenté. On était un peu la Game Boy, c'est ça? Ouais, je sais pas, mais en tout cas... perçu comme la Game Boy. Ouais. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est quoi le nautisme concrètement? Le nautisme, c'est 5000 entreprises, c'est 3/4 de l'exportation à l'étranger, c'est des économies littorales qui sont tenues par ça. C'est beaucoup de choses, le nautisme, mais c'est pas que ça, c'est pas que de l'économique, c'est aussi une culture, une tradition. La France, c'est le 2e pays de politique maritime au monde. C'est parce qu'il y a des gens sur les bateaux. Alors, on vit sur des mauvaises images peut-être, on vit sur une image de pollueur, alors que le nautisme durable, c'est une réalité depuis une quinzaine d'années. On va bientôt le montrer d'ailleurs. La FIN est en train de s'organiser pour montrer ce que c'est que la réalité du nautisme durable. On en parlera juste après d'ailleurs dans les dossiers. On n'a pas attendu la COP21, même si c'est important, mais aujourd'hui on ne peut pas se dépasser. Quand on est amoureux de la mer, on aime l'océan, on aime l'environnement. Moi je suis plongeur. Je suis plus plongeur que sur l'eau. Plus en dessous qu'au-dessus. Exactement. Mais voilà, je veux dire, on aime ça, on veut le protéger. Voilà. Donc, départir le monde du nautisme et celui de l'environnement est un non-sens aujourd'hui. C'est un non-sens. En matière de tradition, en matière de culture, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que un père ou un grand-père qui apprend la voile à son fils? Qui transmet du savoir. Bien sûr, c'est ça ce monde. Alors ça se traduit par des petites PME, des groupes, ça se traduit par un leadership français, numéro 1 de la voile. 70% des catamarans vendus dans le monde sont fabriqués en France. 70%. Et oui. Et quand vous allez sur d'autres secteurs qui sont peut-être un peu plus ignorés, comme le tourisme fluvial qui est un secteur important de développement économique, eh bien c'est français.
ce sont des constructeurs français, ce sont des entreprises françaises. C'est quand même formidable ça, il faut le mettre en valeur. Alors justement, quels sont les dossiers chauds sur lesquels vous travaillez en ce moment? Alors je crois qu'il y en avait un, c'était le partage des aires maritimes, des aires marines. Alors en fait, dans le cadre… C'est quoi ça? Bon, sous l'impulsion de la Fédération des industries nautiques, on a fait abolir la taxe sur les aires marines protégées. Il y a eu un appel pour la mer libre, mais on ne s'est pas arrêté là. Parce que c'est facile de combattre les choses, le plus important c'est de construire. Et dans cette manière de construire les choses, on a suscité une vocation, un nouvel arrivant qui est la Confédération du nautisme et de la plaisance. Une vingtaine de membres, 4 grandes familles, des fédérations sportives, du monde économique, les ports, la pêche. Tous ces gens-là sont désormais réunis au sein d'une entité confédérale. Qui est représentative auprès des pouvoirs publics. Oui, qui se veut en tout cas être représentative des pouvoirs publics, qui est déjà reconnu, hein, puisque le ministre de la Mer, les différents réseaux saluent son arrivée, donc c'est très bien. Mais on ne va pas s'arrêter là. On a mis en place un programme de travail, et dans ce programme de travail, vous l'avez dit, il y a une question qui nous intéresse, c'est la planification des espaces. Ça, c'est européen. C'est européen, mais ça a des déclinaisons locales. Pourquoi là-dessus? Juste un mot. Moi, j'ai travaillé au Dessinée pendant 2 ans d'une aire marine protégée. J'ai essayé d'en faire un outil de développement économique du territoire. Je pars du principe que tout outil qui n'est pas supporté au sens anglais du terme, partagé, appuyé, développé par des acteurs territoriaux est un outil qui n'a pas de vocation, qui n'a pas de destin. Donc il faut que l'ensemble des acteurs du territoire portent des choses. On ne peut pas traiter… moi je suis à moitié français et ma moitié française est bretonne. Et je me suis marié en Corse. On ne peut pas traiter la Bretagne et la Corse sur le même plan. Dans un cadre de politique maritime globale, oui, mais quand on descend dans les intérêts du territoire, on ne peut pas le faire. Chaque territoire a une ADN particulière, a des acteurs particuliers. C'est ça qu'il faut mettre en valeur dans la Confédération. Oui, parce que généralement, quand on parle des aires marines ou maritimes, pour l'éolien, quand il y a des grands dossiers nationaux, on parle aux pêcheurs, on parle aux transporteurs, mais on ne parle pas du tout au nautisme. Et non, et c'est bien dommage. Et c'est pour ça que la Confédération est en train de se structurer pour avoir des acteurs du territoire qui peuvent nous enrichir, qui peuvent développer. Hier, nous avions la journée de l'animation territoriale à la Fédération des industries nautiques. Formidable richesse. 20 acteurs du territoire, des CCI, etc., qui nous rapportent ce qu'ils font, comment ils voient les choses, quel est le contact, etc. C'est extraordinaire ça pour des gens qui sont un peu aux commandes, à Paris, qui sont quand même un peu… éloignés. Voilà, qui sont un peu éloignés, ce qui est normal, chacun son job. Mais c'est formidable de maintenir ce lien. Alors, il y a un deuxième dossier sur lequel vous travaillez, en parallèle à ce premier, c'est la déconstruction des bateaux de plaisance. Et sur ce dossier, une fois de plus, dans le nautisme, la France est montrée en exemple par rapport à la démarche qui a été mise en avant dans le monde entier. Oui, c'est vrai. Il y a eu effectivement, dans le cadre de la Fédération européenne du nautisme, mardi dernier au Nautique, une grande conférence sur la déconstruction en Europe. La France assure un leadership. Alors, elle assure un leadership, elle déconstruit, qui se traduit par la déconstruction de 400 bateaux par an. C'est peu, hein? C'est peu, mais c'est le début, c'est organisé. Absolument, et c'est organisé et on a suscité la création de l'APER, l'Association pour la plaisance d'éco-responsables, qui, elle, est engagée depuis 2009. Depuis 2009, encore une fois, on n'a pas attendu des grands mouvements. La COP. Voilà. On a créé aujourd'hui l'APER Pyro. On a lancé dimanche dernier sur le nautique. Ça y est, elle est créée. C'est quelque chose que… on travaille un peu de notre côté, on ne fait pas grand bruit, mais ça existe. Et c'est tout le traitement de toute la pyrotechnie en France. C'est quand même formidable ça. Bon, voilà. Et effectivement, on est en train de travailler sur la déconstruction. Alors, quels sont les enjeux? Alors, les enjeux sont très forts parce que aujourd'hui, on a une vraie volonté de la puissance économique pour accompagner, densifier, développer la déconstruction des bateaux. Parce que vous savez que le bateau, c'est 40 à… C'est pas un appareil électroménager qui vit 3 ans. Oui. C'est 40 ans un bateau quand même. C'est 40 ans, 50 ans. Qui l'a acheté et qui le possède au moment de le déconstruire? Exactement, ça peut être 6 ou 7 propriétaires. On ne peut pas traiter la déconstruction comme on traite un frigo
ou une table à repasser, c'est pas pareil. Ou un téléphone portable. Ou un téléphone portable, c'est pas pareil. Il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas non plus pour ça qu'on soit exempt de ce mouvement, parce que c'est normal. Donc on est en train d'essayer de travailler sur le sujet, et là je dois avouer, sincèrement, que nous ne sommes pas vraiment entendus par les pouvoirs publics. Pourquoi? Je pense qu'ils ont une vision qui n'est pas la bonne. Alors peut-être reste de notre faute, peut-être qu'il faut qu'on parle plus fort. Ouais. Parce que là, on a parlé aux oreilles des administrations, on a parlé aux oreilles des parlementaires, des ministres, des cabinets ministériels, on a fait le tour des popotes, si je puis dire. Ouais. Bon, alors on a parlé gentiment, on leur a dit, on a proposé des choses. Il y a un amendement qui a été voté au Sénat la semaine dernière, malgré l'avis contre du gouvernement, et qui va arriver en discussion à l'Assemblée nationale. Et je crains malheureusement que nous ne soyons pas écoutés. Alors, ça aboutirait sur quoi? Parce qu'en fait, le vrai enjeu, c'est comment récupérer de l'argent pour faire fonctionner cette déconstruction. Oui, c'est ça. Et, le problème, c'est que le gouvernement a voté un texte sans aucune étude d'impact. Pas d'étude d'impact. Pas d'étude d'impact. Pas d'étude d'impact sur la filière de construction, sur les constructeurs. Oui. C'est possible. En principe, ça ne doit pas être comme ça que ça doit être fait. C'est-à-dire qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. Oui, mais là c'est le cas. C'est le cas. Bon, donc on leur a dit, alors on nous reconnaît la véracité de nos propos, parce que voilà, officieusement en tout cas. Donc officiellement. Une fois que c'est embringué, c'est difficile de se juger. Exactement. Ça, hein. Et là, on est sous la coupe d'un article, l'article 89 de la loi de transition énergétique portée par Madame Royal, qui va nous imposer une filière de déconstruction au 1er janvier 2017, dont on ne sait absolument pas ce que ça va donner. Alors nous, à la FIN, on a commencé à travailler sur ces impacts. Ouais. On nous a, pour supporter cette filière, on nous a octroyé 5% du DAFN. C'est de l'ordre de 2,5 millions à peu près. Ouais. Bon, les premiers chiffres montrent qu'on a un petit gap de plusieurs millions d'euros entre ce qui doit être mis sur la table et ce qu'on nous donne. Alors on peut aussi partir sur des filières de déconstruction à une centaine d'années, mais encore une fois, tout ça n'est pas raisonnable. L'idée pour nous, c'est de prendre juste un tout petit peu de temps, de laisser le temps aux administrations, à l'ADEME qui est en charge de faire cette étude d'impact. Ouais. Parce que, encore une fois, on a fait voter un texte et puis après on demande aux administrations de courir derrière pour faire des études d'impact. C'est pas l'inverse. Eh non, ça devrait être ça. Mais bon, c'est ce qu'on appelle le bon sens chez nous. Mais bon, là, on est dans le mauvais sens. Le bon sens paysan ou marin. Oui, exactement. Et donc du coup, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de dire deux choses très simples. Un, sur un principe. Le principe, c'est oui, on est d'accord. On n'est pas dans le même cas de figure que de la taxe mouillage. Où la filière était contre. On est pour, mais pas à n'importe quel prix. Donc, le prix, il est simple. C'est on repousse d'une année la mise en place de cette filière, du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, de façon à ce qu'on ait le temps, un an utile, de construire avec l'ADEME. 2, de plafonner l'éco-contribution à hauteur de 0,5% maximum pour les constructeurs. Parce que c'est ce que vous avez dit. Les bateaux qui vont arriver dans la filière de déconstruction, c'est des bateaux qui sont passés sur 6 ou 7 mains, qui ont été construits par des chantiers qui n'existent plus. Ouais. Donc on fait supporter quelque chose aux constructeurs de bateaux neufs aujourd'hui. Alors ça pose des problèmes d'éthique. Donc il faut tout mettre sur la table. Et y compris, il faut aller plus loin, il faut regarder... Peut-être réfléchir à d'autres méthodes de financement en parallèle. Exactement. Pourquoi est-ce que les collectivités locales, par exemple, ne peuvent pas rentrer dans un jeu financier lorsque on a des déchets sur le littoral, par exemple? C'est des choses qu'il faut débattre, il faut parler, il faut s'arrêter, proposer, décider et ensuite se mettre en place. Pas de confusion. Voilà. En revanche, on a prévenu très clairement nos interlocuteurs. Si ce qu'on nous craignons aujourd'hui, on n'a pas été entendu parce qu'on parle normalement, on va devoir hausser le ton en 2016. La CNP est faite pour ça. Oui, parce que nos partenaires nous suivent, parce que ça risque de déstabiliser toute notre économie du nautisme et de la plaisance. Toute la filière en fait. Troisième dossier, qui est aussi un petit peu polémique d'ailleurs. C'est le principe, vous avez proposé au pouvoir public le principe d'une conférence annuelle sur le nautisme. Mais je vais être direct dans ma question. Fabien Mété, n'y voyez pas de malice de ma part, mais... Jamais. Je me garderai bien de ça, mais est-ce que cette conférence annuelle, c'est pas
enterrer le Conseil supérieur de la navigation de plaisance, dont il est vrai que ce sont plutôt les services de l'État il y a quelques mois qui a fossoyé cette institution en reprenant le contrôle. Pour paraphraser un célèbre livre, c'est la chronique d'une mort annoncée, c'est ça? Oui, Alors certains l'ont vécu comme ça. Dire, hein. Certains l'ont vécu comme ça. Tout le monde a dit ah ben, la Confédération est née, donc ça y est, ils signent l'arrêt de mort du Conseil Sup. Bon. D'abord, il faut d'abord se demander si le Conseil Sup est encore vivant. Ça, c'est le premier élément. Mon capitaine. Bon. Parce que s'il n'est pas vivant, on ne peut pas signer un arrêt de mort. Bon. Non, mais blague à part, il ne faut pas le voir comme ça. Nous voulons créer un lieu d'échange avec les administrations parce qu'on ne peut pas faire contre les administrations. Ouais. Moi, je viens de ce monde-là, je ne suis pas fonctionnaire. J'ai travaillé beaucoup avec des administrations, avec des préfets. Je sais quelle est leur valeur, etc. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir un monde privé contre un monde public. C'est de travailler ensemble et de faciliter les choses. Oui, en revanche, il faut… Regardez, prenons un constat simple. C'est ce qu'a dit Yves Liancan l'autre jour au ministre. Il y a eu, il y a quelques semaines, un conseil interministériel à la mer. A-t-il été question du nautisme et de la plaisance? Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est étonnant quand même. Bon, alors là aussi, on a besoin de se faire entendre, on a besoin de partager. Donc Yves Liancan, l'autre jour, a demandé au ministre qu'il a, je ne sais pas s'il faut dire accepté, parce que je n'ai pas parlé au nom du ministre, mais en tout cas, il a redit que c'était une idée intéressante. Donc on va y travailler avec ses services. Intégrer le nautisme oui, il a appelé à la création d'une conférence annuelle sur le nautisme et la plaisance. L'idée, c'est de, une fois par an, dans le cadre de nos réseaux, Confédération, FIN, Cluster Maritime Français, etc., c'est de porter les grandes orientations du nautisme et de la plaisance. Française, quand je dis française, c'est la métropole et le monde ultramarin que je vise, parce que c'est important. Encore une fois, on est la deuxième puissance maritime mondiale. Mais pourquoi? Parce qu'on le doit à nos outre-mer. La France est le pays où le soleil ne se couche jamais. C'est formidable. Vrai. Nous sommes des mériens. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse vivre. C'est uniquement comme ça qu'on veut. On ne veut pas prendre des postes, on ne veut pas prendre des pouvoirs. Ce n'est pas la question. On se fiche de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça avance. On veut être entendu, on veut participer au débat. Voilà. Alors, encore une fois, moi je viens d'un monde, vous le disiez, est-ce que c'est un peu viril, etc. Moi je viens d'un monde politique, donc la virilité, les débats, les échanges, on est plus rugbyman que footballeur oui. dans le monde politique. Ben voilà, mais il faut que ça soit franc et viril, mais il faut que ça soit franc. Bon, voilà, c'est ça qu'on veut. Et puis il faut que ça débouche sur les choses. Exactement, c'est surtout ça. Qui permettent d'aider à développer la filière. Bien sûr. Pour tous. Bien sûr, c'est important parce qu'on vend du rêve, on vend de l'économie, on vend de la France, on vend du made in France, je veux dire, pour faire du français dans le texte. C'est quand même très très important. On a besoin de valoriser. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est quand même très perturbé, on a des pertes de repères, on a, vous voyez, les élections régionales. On a besoin d'avoir ces étendards français, on a besoin de valoriser ça, c'est important. Et sachant que le nautisme, l'industrie nautique, c'est 70% d'exportation. Oui. C'est un des secteurs qui exporte le plus en France. Et sur ce point-là, qu'on conclura. Oui. Donc les mois prochains, on aura des annonces à faire là-dessus. Il y aura des annonces à faire en début d'année. Ben, on se reverra très vite alors. Oui, avec plaisir. Fabien, merci d'être venu dans Merci cette émission ce matin. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver très vite dans une prochaine matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.